Bonjour à tous, Maître Georges David Benayoun, comme Rachel vient de vous le dire. Je vais m'occuper de la partie fiscale préparation, on va dire non patrimoniale, et Olivier enchaînera après moi. Donc, je suis avocat spécialisé en fiscalité et nous assistons des personnes qui souhaitent s'expatrier dans le monde entier depuis 25 ans et notamment sur le Portugal. Alors, le premier sujet lorsqu'on veut se préparer, c'est quand même de connaître quel est le régime d'imposition qui va venir s'appliquer lorsque vous arriverez dans le pays. L'objectif qu'il faut aller chercher, c'est aller chercher un régime d'impatriation plutôt favorable. On avait jusqu'en 2024, fin 2023, le régime RNH qui a été remplacé par le régime ITS, alors qui a beaucoup de similarités, qui a quand même quelque peu évolué depuis son arrivée, puisque à l'origine, c'était favoriser des professionnels dans les secteurs de la recherche, l'innovation, les activités industrielles et les services à haute valeur ajoutée. Et ça s'est un peu élargi, on arrive relativement facilement à rentrer dans une case un peu fourre-tout. La grande différence avec le régime RNH, c'est que celui-ci ne s'applique absolument pas aux retraités. Et donc, il y a une volonté de cesser d'appliquer le régime privilégié aux retraités et privilégier les actifs. Ce qui pose d'ailleurs quelques petites difficultés parce qu'il y a quand même une compétition entre pays, même européens, par rapport à ces régimes-là, et que le Portugal n'est pas obligatoirement le mieux placé pour aller chercher des personnes à haute valeur ajoutée. Et c'est d'ailleurs pour ça que la base s'est élargie. Le régime, comment il s'applique? Pendant une période de 10 ans, l'imposition forfaitaire est limitée à 20% du bénéfice des revenus de source portugaise. Par définition, on bénéficie également d'un système d'exonération. Exonération sur les revenus de source étrangère, à l'exception des pensions. Les critères d'éligibilité, il faut devenir résident fiscal portugais, ne pas avoir résidé au Portugal au cours des 5 dernières années et exercer des professions telles que je l'ai précisé tout à l'heure. Généralement, ce que l'on fait, on fait valider par un cabinet d'avocats local la situation de notre client pour bien vérifier qu'on rentre dans ce mécanisme-là. Mais si vous n'êtes pas au régime ITS, vous allez venir sur le régime plutôt classique portugais. Alors, on pourrait à première vue se dire il n'y a pas tellement de différence entre la France et le Portugal, puisqu'ils ont un taux à 48% et nous à 45%. Sauf que notre taux à 45% commence à partir de 180 000 euros de revenus imposables, alors qu'il est de 83 000 en revenus imposables au Portugal. Donc on a un impôt qui monte beaucoup plus vite côté portugais que français. C'est d'ailleurs une des spécificités du régime français, c'est qu'on a des tranches extrêmement larges et qui montent plutôt doucement. Euh, Tous nos voisins européens ont un système de tranches qui augmente beaucoup plus vite qu'en France. À partir du moment où on sait quelle va être l'imposition au Portugal, est-ce qu'on va être sur un régime de faveur ou pas sur un régime de faveur? Il va falloir se poser la question de la résidence fiscale. Ce n'est pas parce que vous allez vivre au Portugal que vous devenez obligatoirement résident fiscal portugais. Donc effectivement, il faut dans un premier lieu faire une analyse au titre de votre patrimoine, au titre de votre activité professionnelle pour savoir si vous respectez bien les règles de la résidence fiscale portugaise ou française dans le cadre de la convention. Les deux éléments qu'on va regarder dans un ordre préétabli,
c'est l'existence d'un foyer d'habitation permanent. Alors, c'est quoi le foyer d'habitation permanent? C'est un lieu de séjour où vous n'êtes pas obligatoirement propriétaire, vous pouvez être locataire ou même occupant sans titre, où vous pouvez vivre tout au long de l'année. C'est ça qu'on parle d'un foyer d'habitation permanent. Si vous avez un foyer d'habitation permanent au Portugal, ce qui par définition est le cas puisque vous allez aller vivre au Portugal, et que vous n'en avez plus en France, alors, vous considérez que vous êtes résident fiscaux portugais. Maintenant, si vous conservez une résidence qui par définition sera une résidence secondaire au Portugal, en France, pardon, ça signifie que vous aurez en France et au Portugal un foyer d'habitation permanent et on devra aller sur le deuxième critère, le centre des intérêts économiques. Donc, si vous conservez une activité professionnelle importante en France, ce qu'on peut dire en termes de théorie, c'est qu'il faudra que vous cédiez ou mettiez en location ou restituer votre résidence principale. Il faudra plus posséder de foyer d'habitation permanent en France. Sinon, ça va créer une difficulté et vous serez sous le risque de l'analyse de l'administration fiscale française. Ce deuxième préalable avant de partir, de savoir où vous allez être résident, c'est quand même l'élément très important parce que ça va permettre de voir quelles sont les incidences en termes d'imposition. Donc, il faut toujours, avant de partir, se dire, est-ce que je pars définitivement au Portugal? Est-ce que j'y vais que pour 6 mois ou pour plus longtemps? On change pas si vous partez quelques mois, on change pas obligatoirement une résidence fiscale pour quelques mois. Et qu'est-ce que vous allez conserver en France? Est-ce que vous conservez une activité professionnelle? À ce moment-là, il faudra vraisemblablement vendre votre résidence principale et vos résidences secondaires. Est-ce que vous conservez en France un patrimoine immobilier ou mobilier? Alors, on le verra avec Olivier tout à l'heure. Le patrimoine mobilier, il faut absolument plus qu'il soit en France. Et est-ce que vous allez partager votre temps entre la France et le Portugal et de quelle manière? Ça, c'est autant de questions à vous poser. Puis, derrière, on va aller analyser les incidences en regardant la totalité de vos revenus. Donc, on va aller voir les salaires. Est-ce que vous conservez des salaires en France? Alors, on voit quand même depuis la fin du régime RNH qu'on a quand même des personnes qui vont vivre au Portugal, mais qui continuent souvent à être salariés d'une structure française, sans d'ailleurs obligatoirement que ce soit une structure qui leur appartienne, hein. Donc, il faut bien faire attention. Dans ce cas-là, on a une imposition à la source en France. Les retraites publiques sont imposables obligatoirement en France. Le revenu foncier également, avec une imposition dès le premier euro, viendra également se poser la question de la cession de titres de société française, selon qu'on considère que vous soyez associé majoritaire ou minoritaire. Et puis, on peut également avoir l'imposition du patrimoine immobilier, qui du coup sera uniquement un patrimoine immobilier français dans le cadre de l'impôt sur la fortune immobilière. Ce sont des éléments importants à regarder quand même de près lorsqu'on prépare son départ de France. En matière d'IFI, vous avez aujourd'hui, si vous êtes propriétaire de votre résidence principale, un abattement de 30% parce que c'est votre résidence principale. Si vous allez vivre au Portugal, cet abattement, vous allez le perdre. Donc classiquement, votre IFI, si vous n'avez que de l'immobilier français, il va au moins augmenter de 30%, c'est-à-dire de la perte de cet abattement. Sur la résidence principale, le Portugal faisant partie de l'Union, il y a un mécanisme intéressant sur les régimes des plus-values qu'il faut regarder. Vous n'avez pas l'obligation d'attendre la vente de votre résidence principale pour partir. Il suffit que vous l'ayez mise en vente, que vous l'ayez pas loué entre-temps, et vous pourrez bénéficier de l'exonération résidence principale si vous la vendez dans les 1 an et demi, tel que c'est précisé par la loi. À l'inverse, si vous la conservez, on vient de voir tout à l'heure que vous auriez l'impôt sur la fortune immobilière et une taxe d'habitation.
qui peut être souvent très importante lorsque vous êtes dans des métropoles comme Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, parce qu'on a des surtaxations qui existent. Concernant l'exit tax, ça c'est également un élément préparatoire important. Vous êtes propriétaire d'une société soumise à l'IS. Vous avez des plus-values latentes. Soit vous détenez 50% ou plus des bénéfices de cette société, c'est-à-dire du capital social, soit votre participation est inférieure, mais elle a une valeur supérieure à 800 000 euros. Il faudra faire une déclaration d'exit tax, mais ce sursis est automatique et la première déclaration d'exit tax sera à faire au titre de la déclaration d'impôt de l'année de départ de France. Donc, si vous partez en 2025, ce sera en mai et juin 2026 qu'il faudra intégrer votre déclaration d'exit tax. Mais il faut quand même y penser et pas attendre le dernier jour. Et puis, dernier élément qui est peut-être moins de la préparation, mais du suivi, c'est qu'il faut informer l'administration de votre départ de France. Il va falloir gérer votre prélèvement à la source. Alors, principalement pour les retraités, parce qu'ils peuvent, le prélèvement à la source peut être de zéro, mais accessoirement, dans d'autres cas, des dirigeants d'entreprise qui avaient de grosses rémunérations et qui les ont baissées. Et on aura une double déclaration au titre de l'année de départ de France. Donc, voilà sur ce que je pouvais dire sur les éléments les plus importants. Je vais arrêter de dire Bourama. Voilà, les plus importants euh, à ce niveau-là. Et puis, on verra tout à l'heure les questions. Peut-être, Olivier, je te laisse avancer sur ta partie, puis on traitera peut-être les questions d'un seul tenant. Parfait. Alors, si tu peux arrêter le partage de ton écran. Ouais, super. Merci beaucoup. Alors, Rachel, est-ce qu'on voit mon écran? Oui, oui, très bien. Très bien. Olivier Rabian, je suis conseiller en gestion de patrimoine basé à Paris, conseiller en investissement. Donc moi, j'accompagne mes clients vraiment sur la partie organisation du patrimoine et plus particulièrement dans l'élaboration d'allocations d'actifs financiers pour répondre à vos besoins, que ce soit faire fructifier un capital, en tirer des revenus complémentaires, le transmettre. Et dans le cadre de mon activité, j'ai accompagné un certain nombre de personnes qui souhaitaient s'expatrier au Portugal, qui se sont expatriés au Portugal ou qui en ont le projet. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire un point sur l'aspect patrimonial des choses. Donc la question qui se pose quand on s'expatrie, c'est souvent de deux ordres. Un, que faire de son patrimoine immobilier qu'on détient en France? Deux, que faire de son épargne financière? Donc Georges a déjà bien balayé le sujet immobilier. Il faut se rappeler que quand on s'expatrie, on a besoin d'une déconnexion vis-à-vis de la France. Donc souvent, on essaie de ne pas garder de résidence principale en France ou de pied-à-terre en France. Et puis, tout bien qu'on conserve en France reste fiscalisé en France, que ce soit sur les revenus locatifs, que ce soit pour l'impôt sur la fortune immobilière, que ce soit pour les taxes foncières. Donc, on est toujours taxé en France de ce point de vue-là. De manière générale, moi, la réflexion que j'invite à poser pour mes clients sur l'immobilier, c'est vraiment celle de la rentabilité intrinsèque du bien. Souvent, l'investissement immobilier, bah, c'est utile et performant pour se développer un patrimoine avec l'effet de levier du crédit, mais une fois qu'on possède le bien, avec la fiscalité qu'il y a et les rentabilités locatives qu'on constate aujourd'hui en France, bah, on peut vraiment se poser la question de vendre ses biens immobiliers pour privilégier des placements financiers, quitte à garder une exposition sur l'immobilier, mais plutôt à travers des fonds immobiliers qui auront souvent des rendements supérieurs à de la détention en direct. En ce qui concerne l'épargne financière, il y a ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on conseille de faire. Donc concrètement, quand on s'expatrie, on peut potentiellement garder tous ses actifs en France. On peut garder ses contrats d'assurance vie, on peut garder ses comptes, on peut garder son PEA. Mais il y a un certain nombre de freins à ça.
et notamment une lourdeur administrative. Donc, si on a des contrats d'assurance vie ouverts en France et qu'on souhaite faire un retrait depuis le Portugal, eh bien, on va avoir tout un tas de formulaires à remplir depuis le Portugal ou depuis un autre pays, hein. On va avoir tout un tas de formulaires à remplir qui compliquent les opérations. De manière générale, comme l'a dit Georges, on essaie de déconnecter son patrimoine de la France et donc on essaie de rien garder en France. L'enveloppe de placement qu'on va privilégier dans le cas d'une expatriation, c'est souvent des contrats de droit luxembourgeois, la plupart du temps le contrat d'assurance vie, mais ça peut aussi être un contrat de capitalisation. On va privilégier le Luxembourg pour différentes raisons. D'abord, pour l'aspect, dans le cas d'une expatriation, pour l'aspect neutralité fiscale. Les contrats qu'on ouvre au Luxembourg n'ont pas de fiscalité propre et la fiscalité qui va s'appliquer est celle de votre lieu de résidence au moment où vous faites une opération X ou Y. Donc si vous résidez au Portugal et que vous avez un contrat au Luxembourg, la fiscalité qui s'applique, c'est celle du Portugal. Si demain vous rentrez en France, ce sera celle de la France. Si vous partez en Italie, c'est celle de l'Italie. Le contrat n'a pas de fiscalité propre. Quand on s'expatrie au Portugal, il y a, il y a des gens qui partent en se disant on va bénéficier aussi d'un régime de faveur sur les successions. Parce qu'au Portugal, il y a pas, très peu de droits de succession, quasiment pas en ligne directe, et ils sont assez faibles. Il suffit pas de partir au Portugal pour que vos héritiers n'aient pas à payer de droits de succession. Si vous partez au Portugal, mais que vos héritiers, vos enfants restent en France, eh bien, vos enfants seront taxés en France sur l'ensemble de votre patrimoine. Donc le fait de loger son patrimoine dans une assurance vie luxembourgeoise va permettre de garder pour les bénéficiaires qui seraient éventuellement résidents fiscaux français au moment de votre décès, les avantages liés à l'assurance vie en matière de transmission. Donc il y a cet aspect neutralité fiscale et cet aspect conserver des avantages en termes de transmission si vous arrive quelque chose en tant que résident portugais, mais que vos enfants sont en France au moment de votre décès. L'autre raison pour laquelle on va privilégier le Luxembourg, c'est l'aspect sécurité des fonds. Euh, pour faire simple, en France, quand on a des placements type assurance vie, ben, votre argent est confondu avec les comptes de l'assureur. Donc, en cas de faillite de l'assureur, ou en cas de crise systémique qui entraînerait une faillite de l'assureur, il y a un risque important que vous ne retrouviez pas vos fonds, simplement parce qu'il n'y a pas de système de garantie des fonds qui est mis en place. Au Luxembourg, il y a ce qu'on appelle un triangle de sécurité avec différents acteurs l'assureur, mais votre argent n'est pas chez l'assureur, votre argent est déposé auprès d'une banque dépositaire dans des comptes ségrégés des actifs de la banque. Il y a un acteur étatique, le commissariat aux assurances, qui surveille tous les acteurs, qui fait qu'on a un niveau de sécurité très fort sur les actifs. De même, en France, vous avez des lois type la loi Sapin 2, dont vous avez peut-être entendu parler, qui permet à l'État de bloquer les retraits d'argent dans le cas où l'État estimerait qu'il y ait une crise qui le justifie. Le fait d'avoir son argent au Luxembourg permet d'échapper à ces lois françaises. Donc, une plus grande sécurité, une neutralité fiscale, une déconnexion de son patrimoine vis-à-vis de la France pour être certain d'être bien résident fiscal portugais, un maintien des avantages que peuvent avoir ce type d'enveloppe en France sur la transmission. Et le dernier avantage de ce type d'enveloppe luxembourgeoise, et qui pour moi est aussi important que le reste, c'est une vraie flexibilité dans la gestion de vos avoirs. Donc, quand on a des contrats d'assurance vie en France, on est contraint de choisir ses supports d'investissement dans une liste qui est prédéterminée par l'assureur. Au Luxembourg, c'est pas du tout ça. Au Luxembourg, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. On peut avoir des actions en direct, on peut avoir des fonds, actions obligataires de n'importe quel gérant mondial. On peut investir en private equity sur des fonds vraiment qualitatifs. On peut avoir des stratégies alternatives, faire de la gestion sur mesure. On peut vraiment établir une allocation d'actifs et une stratégie qui soit personnalisée et qui répondent à vos objectifs. Donc pour toutes ces raisons, euh, en amont d'une expatriation au Portugal, on va réfléchir au mode de détention de vos avoirs financiers et souvent on va recommander ce type de contrat. L'autre avantage qu'a l'assurance vie, et particulièrement luxembourgeoise dans le cas d'une expatriation au Portugal, c'est la fiscalité. Parce que le régime de faveur RNH au Portugal, il a, de toute façon, si vous en bénéficiez, il a une durée limitée de 10 ans.
on a vu que après 10 ans, la fiscalité au Portugal, enfin, je veux dire, hors RNH, la fiscalité au Portugal, elle est assez lourde. Si on part au Portugal sans être RNH ou si on sort du régime après 10 ans et qu'on souhaite rester au Portugal, on va être fiscalisé de manière assez lourde. L'assurance vie permet d'avoir une fiscalité très favorable au Portugal, puisque quand on fait un retrait sur un... Alors d'abord, sur ce contrat, ce type de contrat, il n'y a aucun impôt tant qu'on ne fait pas de retrait. Donc on place un capital, il fructifie. Tant qu'on ne fait pas de retrait, il n'y a aucune imposition. Le jour où on fait un retrait, on est imposé évidemment uniquement sur la plus-value. Et ce taux d'imposition après 8 ans au Portugal, il n'est que de 11,2% dans le cadre d'un contrat d'assurance vie. Donc c'est un taux qui est abattable par rapport aux 28% d'imposition des plus-values, des intérêts classiques, par rapport à la flat tax qu'on a en France, et même par rapport à l'imposition des assurances vie en France. Donc avoir son capital logé dans une assurance vie, faire un retrait après 8 ans au Portugal, ça permet d'être imposé sur ses gains à un taux de simplement 11%, ce qui est très faible. Donc pour prendre un exemple concret, si aujourd'hui vous placez 500 000 euros, par exemple, placez 500 000 euros à un taux de rendement annualisé moyen de 6% par an, bah, si vous laissez ce capital placé pendant 8 ans, dans 8 ans, ces 500 000 euros, ils sont devenus 795 000 euros. Sur cette enveloppe de 795 000 euros, bah, il y aura 500 000 euros qui est le capital initial que vous avez versé et une plus-value de 295 000 qui représente à peu près 37% du contrat. Si dans 8 ans, vous avez besoin de retirer de l'argent, vous faites un retrait de 10 000 euros sur votre contrat. On considérera que sur ces 10 000 euros, il y a une part taxable de seulement 37% de cette part, donc 3 700 euros, et ça fait un impôt. Donc pour retirer 10 000 euros sur un contrat qui a une plus-value assez importante, vous ne paierez un impôt que de 414 euros, ce qui fait un frottement fiscal de 4% sur un retrait, donc c'est très faible. Bon, c'est un peu complexe, mais c'est pour dire que, particulièrement dans le cas d'une expatriation au Portugal, quand on termine le régime RNH ou quand on n'en bénéficie pas, ben, l'assurance vie est une enveloppe qui, après 8 ans, permet de bénéficier d'une fiscalité très attractive. Donc ensuite, comme je le disais tout à l'heure, moi, mon rôle, c'est vraiment de vous accompagner à la fois dans la sélection de l'enveloppe de placement pertinente, mais aussi dans le choix des supports d'investissement au sein de cette enveloppe pour avoir des allocations cohérentes et performantes. Donc là, avec Rachel, on a essayé de faire un webinaire spécifiquement là-dessus dans un mois, le 10 juillet. Donc au cours de ce webinaire, on rentrera vraiment dans le détail de solutions de placement existantes actuellement et pertinentes actuellement pour voir ce qu'on peut faire au sein de ces enveloppes. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui.